En 2015, les États-Unis restaient le premier bailleur mondial avec 31 milliards de dollars dépensés, dont 8 milliards pour l'Afrique subsaharienne. À ce sujet, le New York Times a rapporté que Donald Trump, avant son investiture à la Maison-Blanche, avait envoyé un questionnaire aux responsables de la politique africaine au département d'État. Le président américain se demandait pourquoi consacrer tant de sous au développement de l'Afrique alors que beaucoup d'Américains restent encore pauvres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Business Matin sur Business 24 Africa. Pour ce numéro, je reçois encore une fois sur ce plateau Samuel Maté, président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Alors Samuel, qu'est-ce que les Africains doivent attendre du mandat de Donald Trump ? Merci Parterne et merci à tous les téléspectateurs de Business 24. C'est toujours un plaisir de partager le plateau et d'être invité par toi. Je pense que c'est une question qui est très pertinente. Qu'est-ce que les Africains doivent attendre ? Et ma réponse parfois choque, dans le sens qu'ils ne doivent rien attendre. Ils ne doivent rien attendre parce que Donald Trump a été élu pour les Américains, pour faire avancer la cause américaine. Il faut aujourd'hui que les Africains s'affranchissent, qu'ils comprennent la réalité des choses, qu'il n'y a pas de mandat d'un président américain à développer l'Afrique. Il y a un mandat du président américain à développer les États-Unis. Mais par contre, en termes de coopération, puisque il y a cette dynamique de la coopération qui existe, il y a eu des efforts qui ont été faits par le gouvernement de Barack à l'administration Obama. Notamment, il y a eu le programme YALI pour les jeunes, qui est un programme qui a permis à beaucoup de jeunes Africains d'aller visiter les États-Unis, non seulement, mais d'être formés pour revenir, pour entreprendre des projets innovateurs qu'on voit aujourd'hui sur le continent. Il y a également le fait qu'il y a eu le programme MCC qui a permis donc à certains pays africains de pouvoir se voir ouvrir le marché américain. Mais quand on entend le programme de gouvernement ou du moins les premiers signes de l'administration Trump, on se rend compte que c'est une administration qui va plutôt réfléchir sur le développement des Américains. Parce que justement, c'est quelqu'un qui, lors de sa campagne présidentielle, a toujours relevé le fait que pourquoi doit-on donner de l'argent, pourquoi doit-on donner de l'aide, comme vous l'avez dit, 8 milliards de dollars, dont la moitié pratiquement sur l'Afrique va vers l'Égypte, pourquoi doit-on donner cette somme à des Africains, alors qu'aux États-Unis, il y a des pauvres, il y a des entreprises qui ont besoin de développement. Je pense pour ma part que quand on analyse et qu'on lit entre les lignes par rapport au discours et au programme de l'administration Trump, c'est un discours qui va sûrement réduire l'aide au niveau des États-Unis envers l'Afrique. On doit espérer cela. Nous ne disons pas que c'est ce qui va être, mais c'est ce à quoi on doit s'attendre. Et ensuite, deuxième chose, il faut comprendre également que Trump, il a une culture d'homme d'affaires. C'est un businessman. Et lui-même, il se vante d'être un très grand négociateur. Donc, c'est quelqu'un qui, il faut que les Africains sachent que l'aide de se faire passer pour le miséreux, le pauvre, les guerres, ça ne va pas l'émouvoir pour pouvoir donner de l'aide. C'est quelqu'un qui est orienté à faire donnant. C'est donc, je pense que les Africains doivent plutôt se réunir et changer l'approche et venir à la table avec des propositions concrètes en termes de donnant, de business, et non comme on a l'habitude de le faire, de dire aidez-nous, on va mourir de faim. Alors concrètement, qu'est-ce que les présidents africains peuvent attendre de la collaboration avec ce président américain qui arrive et puis on a l'impression qu'il est en train de bouleverser en quelque sorte l'ordre mondial.
il y a un président africain qui a essayé de le rencontrer, le président Denis Sassou Nguesso. Malheureusement, la rencontre n'a pas non, mais lieu. c'est un peu de l'amateurisme et du ridicule à la fois, si vous le permettez, où l'administration Trump a dit devant le monde entier que nous n'avons jamais planifié le recevoir. C'est humiliant pour l'Afrique entière. Mais ce que je voudrais dire, c'est que moi, le conseil que je pourrais donner aux présidents, aux dirigeants africains, c'est déjà de convoquer un sommet Afrique et États-Unis, et Obama avait institué quelque chose de similaire, c'est de convoquer un sommet États-Unis-Afrique, de préparer ce sommet, parce que on a beau le dire, quel que soit le cas, l'Afrique aujourd'hui a trois choses que aucun autre continent au monde ne l'a, et que nous pouvons monnayer à la plus haute valeur, mais que malheureusement nos dirigeants, les dirigeants africains, n'ont aucune conscience de la valeur de ces choses. La première chose, c'est que nous avons un marché. L'Europe, les États-Unis sont des continents vieillissants. C'est-à-dire que leurs populations sont en train de vieillir. L'Afrique est le seul continent où le taux de natalité et d'augmentation de la population est positif, et ce taux est de plus de 3%. Donc, si vous voulez vendre des produits aujourd'hui, c'est en Afrique. Donc ça, c'est la plus grande valeur que nous avons, c'est la première. La deuxième valeur, l'Afrique a les plus grandes ressources au monde, aujourd'hui. Et on nous dit aujourd'hui que même pas 10% des ressources africaines n'ont été exploitées encore. Donc, véritablement, et ça, le seul pays aujourd'hui pour moi qui est conscient de cela et qui a une politique agressive par rapport à cela, c'est la Chine. Elle a très bien compris. Donc, tout le callback pour faire les cellulaires et tout, etc., 80% sont en Afrique, au Congo, dans un seul pays. Et parlons pas des autres richesses, est-ce que vous voyez? Donc, en plus de marchés énormes, l'Afrique a les ressources. Et en troisième position, ce que l'Afrique a d'énorme, ce sont ses hommes, ce sont les compétences. Est-ce que vous voyez? Jusque-là, on nous parlait d'incompétences et tout, etc. Mais aujourd'hui, l'Afrique regorge de ressources énormes en termes de compétences intellectuelles. On a vu plein d'Africains qui sont partis, qui sont partis, et que aujourd'hui l'Afrique a une diaspora terrible, forte. Si vous allez dans toutes les universités, j'ai fait toutes mes études aux États-Unis, si vous allez dans toutes les universités américaines, les meilleurs, à part les Chinois, les Indiens, sont les Africains. Est-ce que vous voyez? Et qui excellent. Et ça, le signal fort, le pays qui vient de marquer le signal fort, c'est le Sénégal. Et le mois passé, en janvier, le Sénégal a décidé de faire du reste du monde un territoire. Donc, les Sénégalais ont décidé, à partir de janvier, il y a 15 députés qui seront issus de la diaspora. C'est-à-dire qu'ils ont fait du reste du monde des territoires, et les Sénégalais dans ces territoires vont voter des députés dans ces territoires qui vont faire des programmes de développement des Sénégalais dans ces territoires. Donc c'est une autre dimension de prendre les choses. Et je pense que ce sont ces trois valeurs et ce sont ces trois choses que les Africains, ou du moins nos dirigeants, s'ils en ont la conscience, doivent venir à la table avec Trump, et il ne sera pas insensible à cela. Alors l'actualité aux États-Unis, c'est toujours le décret Trump anti-immigration qui suscite beaucoup de polémiques. Quand on voit la façon dont les médias occidentaux traitent cette information, on a le sentiment que cette loi est contestée par tous les Américains, alors que Donald Trump a été élu sur cette politique d'exclusion. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que les Américains, à travers cette loi, ont vraiment besoin de se protéger? Moi, j'ai lu la loi et j'ai été fort étonné du tollé qui a été mené dans les médias contre cette loi, parce que j'ai rien trouvé d'extraordinaire ou de choquant. Mais ce que j'ai compris après, c'est que, au fait, c'est pas la loi en elle-même qui choque, mais c'est des principes qui sont des valeurs américaines. Parce qu'une des valeurs américaines, c'est l'immigration. Imaginez que sous l'administration Obama, c'est 12 000 réfugiés syriens seulement qui ont été accueillis en Amérique et à qui on a donné la carte de résident américain, donc qui peuvent devenir américains. Imaginez qu'aujourd'hui, aux États-Unis,
selon les statistiques, il y a 11 millions d'immigrants illégaux. Je ne parle pas des légaux. Les légaux sont à part. Les immigrants illégaux, il y a 11 millions, la moitié de la population ivoirienne aux États-Unis qui vivent. Donc, l'Amérique, de par tous les temps, a une culture d'accueillir les gens. Si vous regardez même la loterie Visa qu'on fait dans nos pays pour les États-Unis, chaque année, c'est 50 000 personnes à qui les Américains donnent la nationalité américaine gratuitement, implicitement. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a des valeurs qui sont américaines. Donc, le décret de Trump dit que voici ces 7 pays, et je n'ai pas trouvé le décret choquant, parce que beaucoup de personnes, des amis qui sont américains que j'ai appelés, n'ont même pas lu le décret. Et quand je leur ai dit, lisez d'abord le décret, quand ils l'ont lu, ils m'ont dit, Samuel, tu as raison, il n'y a rien de choquant. Mais c'est le principe que les Américains, sur lesquels les Américains. Parce que le décret vous dit quoi? Le décret vous dit que voici 7 pays, nous avons analysé ces 7 pays, et la plupart des attentats manqués, parce qu'il ne faut pas oublier que les médias ne donnent que les attentats qu'ils ont réussi, mais qu'il y a plein d'attentats qui ont été déjoués que voici pour notre analyse, voici les 7 pays d'où viennent souvent les terroristes. Donc, les diplomates de ces pays peuvent rentrer, les gens qui ont des visas, organisations internationales peuvent rentrer, mais nous demandons à ce qu'on mette en place un système pendant 6 mois, 3 mois, 120 jours, nous demandons pendant que 120 jours soit fait un audit du système de scrutinisation de ces personnes, et après les 120 jours, on va définir de nouvelles règles. Voici simplement ce que le décret dit. Et si vous le lisez, moi je l'ai lu entièrement. Mais il y a eu ce tollé tout simplement parce que les gens ont senti que c'était contre les valeurs symbolique de l'Amérique. Alors encore une fois, il y a 3 pays africains qui sont sur cette liste, la Libye, le Soudan et puis la Somalie. On a vu les hommes d'affaires de ces différents pays empêchés d'entrer sur le territoire américain. Est-ce que cela n'a pas un impact sur le développement économique, sur les relations économiques entre les États-Unis et l'Afrique? Je ne pense pas, Paterne, parce que ces pays, moi j'ai regardé en termes économiques, ce ne sont pas des pays qui ont vraiment de l'impact aujourd'hui en termes de commerce avec les États-Unis. Le pays qui aurait vraiment été impacté, si c'est qu'on avait choisi des pays comme l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite ne fait pas partie de ces pays. L'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde, ne fait pas partie de ces pays, donc de cette liste. Donc, c'est vrai que j'ai lu après dans la presse qu'il y avait des stars qui venaient de la Somalie, il y avait des basketteurs ou bien un professeur d'université, d'une grande université américaine qui était d'origine somalienne, et tout, etc. Bon, mais pour moi, ce sont vraiment des cas isolés. Moi, je suis plus pour dire que c'est vrai, il faut la contestation, c'est tout à fait normal, mais le décret, dans l'état où il est aujourd'hui, moi, économiquement ou bien en tant que macroéconomiste, je ne la contesterai pas. Alors, est-ce que aujourd'hui il y a beaucoup de polémiques autour de Donald Trump? Est-ce qu'il réussira à créer le consensus autour de lui à travers sa politique extérieure sur le plan économique et diplomatique? Bon, il est clair que c'est quelqu'un, pour moi, les gens disent Trump pessimiste, Trump optimiste ou Trump réaliste. Moi, je suis Trump réaliste. C'est-à-dire que je me dis 2 choses. C'est vrai qu'il y a eu des dérapages, je suis clair, hein, il y a eu des dérapages qui m'ont inquiété. Mais en regardant encore, je me dis, donnons-lui encore le temps, ne serait-ce que 3 mois ou 6 mois, donnons-lui 6 mois, et puis essayons de voir comment les choses vont évoluer. Parce que c'est quand même des Américains qui l'ont voté. Est-ce que vous voyez? Donc il a été voté, c'est pas qu'il a été imposé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose à comprendre, c'est que c'est un homme d'affaires. C'est quelqu'un qui n'est pas venu avec l'argent des lobbies. Ça, c'est une réalité aux États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui est très opposé aux lobbies gays,
au lobby homosexuel, etc., parce qu'il est venu en tant que supporté par l'extrême droite, supporté par la majorité chrétienne. Parce que la majorité chrétienne américaine, parce que l'Amérique, on a beau le dire, est chrétienne au fond, tout comme l'Arabie Saoudite est musulmane, etc. On n'a pas honte de le dire, il ne faut pas avoir honte de le dire. L'Amérique est chrétienne. Plus de 57% des Américains se déclarent chrétiens. Plus de 75% des Américains se déclarent croire en Dieu et croire en Christ. Donc c'est un pays chrétien. Donc beaucoup d'Américains se sont sentis trahis par l'administration Obama, par un certain nombre d'actions qu'Obama a prises. Il a refusé par exemple de nommer les musulmans ou l'islam dans la cause de dire etc. Bon, s'il a ses raisons. Il a fait avancer la cause du mariage gay, etc. Ce qui a choqué beaucoup d'Américains. Parce que beaucoup de ces choses, Obama a été obligé de prendre des décrets pour ça. Parce que, ouais. Donc ça a choqué beaucoup d'Américains. Donc beaucoup d'Américains ont publicité Trump aussi parce qu'ils avaient envie de retourner aux valeurs chrétiennes d'une Amérique profonde chrétienne. Alors Donald Trump est un homme d'affaires prospère et beaucoup d'Africains étaient sceptiques par rapport à son élection. Je cite un pays comme le Bénin où depuis l'année dernière on a la chance d'avoir aussi un homme d'affaires prospère qui dirige ce pays de main de maître avec des réformes qu'il a engagées. Est-ce que les hommes d'affaires peuvent apporter un élan nouveau au développement économique, politique et social de nos États? Ce que je pense, c'est qu'il faut un changement de paradigme. En fait, c'est un peu ça le problème. Le problème, c'est que l'être humain arrive à un moment, et c'est pour ça que la démocratie est là, qu'à un moment qu'on ait une alternance. Et il s'est fait que l'alternance aujourd'hui, ce n'est pas simplement une alternance de parti. Les gens ont voulu une alternance de méthode. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on parle de parti socialiste, républicain, etc., droite, gauche et tout, mais on a eu l'impression qu'on est arrivé à un tournant de l'humanité où les gens ne voulaient pas simplement une alternance en termes de, bon, on passe de gauche à droite, mais les gens ont eu envie, selon certains écrits, d'une alternance de méthodologie. Donc, ils avaient besoin non plus d'un politicien, non plus d'un gouverneur, non plus d'un sénateur, non plus d'un maire, non plus d'un député qui devient président de la République, qui a été le parcours standard, mais ils voulaient voir quelqu'un qui était dans d'autres choses, qui vient. Et ça a été le cas de Donald Trump. Donc, c'est une expérience, c'est un changement de paradigme. Mais pour moi, personnellement, je me dis que il faut, je ne crois pas aux extrêmes, au fait. On me taxerait de Macron peut-être. Je ne crois pas aux extrêmes parce que je me dis il ne faut pas peut-être que du business, parce que le business il est formaté d'une certaine manière, mais la dynamique d'un pays c'est pas simplement que du business, de gagner du profit. Il y a du social, il y a du militaire et tout, etc. Il y a des secrets d'État et tout. Donc je me dis que il faut peut-être du business pour changer certaines choses, mais je ne pense pas qu'il faut que du business. Est-ce que je veux dire, pendant leur mandat, est-ce qu'ils arriveront à séparer leurs intérêts par rapport à leurs différentes entreprises, par rapport à celles de nos États? Mais Parthen, je pense que c'est là où on fait le test de ce qu'Obama a dit au Ghana, quand il est parti. Il faut non pas des hommes forts, mais il faut des institutions fortes. Et vous allez le voir. Et j'ai été surpris quand j'ai lu les réactions, quand les juges ont contesté et bloqué le décret de Trump. Qu'est-ce que les gens ont dit? Les gens ont dit, mais voilà une grande nation. Parce que si c'était sous les tropiques, on passe un coup de fil au juge et puis il se met au pas. Mais le juge dit non, on ne le fait pas. Donc ça montre comment une nation est grande. Et je pense que ça nous amène en Afrique à réfléchir. Est-ce que nous avons des institutions fortes? Est-ce que nos institutions, les trois institutions clés d'un pays, l'exécutif, le législatif, le judiciaire, est-ce qu'ils sont indépendants l'un de l'autre? Parce que c'est ça qui va faire qu'il y aura une balance des pouvoirs. Et on va ajouter le quatrième pouvoir, qui est la presse, ou le cinquième selon d'autres, qui est la presse.
Est-ce que la presse est indépendante? Est-ce qu'on veut la bâillonner, etc. Donc, si on se retrouve dans un équilibre où l'exécutif peut influencer et contrôler le judiciaire, peut contrôler le législatif, peut bâillonner la presse, et qu'on a un homme d'affaires, on est dans une dictature. Et Trump ne peut pas, comme je m'évertue à les répéter, ne peut pas faire de la dictature aux États-Unis parce que ce sont des institutions fortes qui datent de centaines d'années et qui ont des hommes très forts. Alors, dernier mot, est-ce que les Africains doivent avoir peur du mandat, je dirais, de Donald Trump? Je ne pense pas que je ne réfléchis pas en termes d'avoir peur, ou de pessimisme ou d'optimisme, je réfléchis en termes de réalisme. Je vois les choses en termes d'opportunité. Je pense que la dernière fois, je regardais un élément qu'on m'avait envoyé et sur Dubaï, qui va commencer dans 3 mois à mettre en place des drones taxis à Dubaï. Et je disais, mais on nous a dit mais pourquoi vous êtes pressés, vous les Africains? L'Europe a pris des centaines d'années pour se développer. Vous n'avez que 50 ans. Prenez votre temps. Et quand je vois Dubaï qui n'a que 20 ans et qui nous dépasse, je dis, mais on nous a menti alors. Donc, pour moi, c'est un peu ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est la réaction du président Buhari. Buhari est parti voir Obama pour dire, donnez-nous des armes pour combattre Boko Haram. Obama lui a répondu, non, je ne peux pas te donner des armes parce que sur l'échelle des droits de l'homme, vous n'êtes pas à un bon niveau. Buhari est reparti au Nigeria. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bon, écoutez, c'est pour nous l'opportunité d'avoir des industries pour fabriquer nos propres armes. C'est comme ça que je réfléchis. Je me dis, si Trump ignore l'Afrique, c'est l'opportunité pour les Africains de voir qu'on doit se prendre en charge nous-mêmes, on doit arrêter la politique de la main tendue, pour se dire que nous devons nous développer par nous-mêmes, par nos propres ressources, et nous devons commencer à être conscients. Et à commencer à appliquer la bonne gouvernance, à commencer à avoir des leaders qui sont éclairés par les objectifs pour le peuple, et non de leur poche ou de leurs proches, etc., mais également qui ont une vision vraiment pour être les meilleurs et pour être les meilleurs d'ici à la fin de l'année, pas dans 100 ans. Nous étions avec Samuel Maté, président de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique. Avec lui, il était question de voir dans quelle mesure l'Afrique peut tirer profit du mandat de Donald Trump. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie et restez fidèles au programme de Business 24 Africa. Au revoir. Merci. Au revoir.